Donc, et là, j'ai été étonnée parce que j'étais rarement lue pour dire les choses, que ce soit tes livres, ton livre sur le bonheur, ton livre sur Je t'aime. Enfin, il y a tout le temps t'as une foi profonde dans l'être humain, en sa création. Mélangeons-nous sur mai 68. Enfin, vraiment, c'est très optimiste. Hein. Et quand on te lit, on a envie de prendre des armes, de prendre des briques et d'aller construire. Voilà. Mais là, c'est des choses qui sont beaucoup plus sombres. Et tu as une attitude. Alors, est-ce que c'est parce que tu as vieilli? Tu as une maturité différente? Alors, d'abord, c'est Imlac qui parle. Dans ce troisième chapitre, on a affaire à l'ordinateur, Imlac, qui va dire: rappelez-vous, vous, mes contemporains humains, de ce que c'était le passé et de comment vous viviez en 2020. Et donc notre présent. Et donc notre présent à nous, lecteurs. Si Alice lui dit ça va mal, et Imlac dit je vais trouver l'origine de ça, il va pas faire du youpla-boumisme. Et donc du coup, il va dresser un portrait un peu alarmiste de notre monde, évidemment. Il va pas dire youpi, c'était formidable. Je voulais qu'à la fois on sente qu'il est en train de présenter l'époque 2020 comme étant totalement barge, absurde et exotique aux yeux des lecteurs du futur, aux yeux du futur, mais aussi par rapport à nous, je voulais qu'on ait une vision totalement sidérante, décalée de notre époque à nous. Voilà. L'ordinateur nous parle de 2020, l'ordinateur du futur nous parle de 2020. Je voulais qu'on fasse « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça ». Et à chaque phrase, j'essaie de produire cet effet de stupéfaction, de prise de conscience. Prise de conscience et d'incohérence. C'est-à-dire qu'il montre comment on est tordu, quoi. À la fois, on est dans l'écologie et à la fois, on sait que les voitures, ça pollue énormément. Bon, mais ça n'empêche pas d'avoir des voitures. Donc, et toutes ces paradoxes, le sucre, c'est pareil. On veut lutter pour la santé du monde et on donne du sucre à tout le monde. Donc voilà. Et il montre tout ce qu'un ordinateur n'aurait pas fait. Un ordinateur qui dit on va lutter pour la santé n'abreuve pas ses populations de sucre si un ordinateur est aux commandes. Oui, donc, pointe les contradictions de la société contemporaine. Ouais. Et parce qu'on dit aussi que cette société est paradoxale et donc tous les comportements paradoxaux. Mais je tiens à souligner que Imlac, alors je ne vais pas dire toi, je vais dire Imlac, dans ce contexte-là, ne donne qu'un seul regard. C'est-à-dire que le lecteur n'a qu'une seule vision, qui est une vision très noire, très pessimiste, parce que ce n'est pas que ça. Le 20e siècle, enfin le 21e siècle, ce n'est pas que du sucre, des drogues, la Chine dictatrice. Il veut montrer que tout ça coordonné, sans parler de la politique, du désengagement des démocraties, enfin il parle beaucoup de il parle même de la pandémie. Il veut montrer que tout ça coordonné a préparé à quelque chose d'horrible qui s'appelle le Deep Curse, dont on n'a pas encore conscience dans le livre au chapitre 3 et qui va être très abondamment développé au chapitre 4. Tu as très très bien pointé l'idée que ce pessimisme n'est pas de moi. On a l'impression que c'est plus moi. C'est vrai que j'ai 2-3 lecteurs qui m'ont fait cette remarque aussi. Comment j'ai pu construire une vision pessimiste du présent comme ça, avec où tout est coordonné, hein, c'est pas simplement une énumération. Hein. Non, bien, absolument. je me suis inspiré d'un auteur, tout simplement, j'avoue. Non, mais tout à fait, un auteur qui manie un pessimisme cosmique, c'est Giacomo Leopardi. D'accord. Qui est pas tellement connu en France, un immense auteur poète italien, première moitié du 19e siècle, et il s'oppose au romantisme de l'époque avec une sorte de pessimisme cosmique. Une de ses phrases, c'est « Les hommes sont tellement malheureux par essence qu'ils veulent croire qu'ils le sont par accident ». Tu vois, voilà. Et bon, il a fait un journal de 4000 pages. Donc, il est dans l'introspection. 15 ans, il a mis. Hein. À Florence, en 1832, il termine ses 4526 pages de journal. Il faut lire le journal de Leopardi. C'est génial parce que sa philosophie, ses petites œuvres morales, tout ça, sont connotées d'autobiographie. Et j'adore ça pour le monde des flous. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'êtres humains comme Madame de Staël, comme Leopardi et comme d'autres, même Rousseau. J'ai besoin d'êtres humains qui, en philosophant, réfléchissent sur leur vie et analysent leur vie. Ce qui m'intéresse aussi dans Leopardi, c'est qu'il a eu une existence solitaire peuplée de livres. Quand tu penses solitude peuplée de livres, tu penses à Imlac. Bien sûr. Imlac, j'ai oublié de le préciser dans la description, a médité pendant 11 mois tout seul, sans aucune interaction humaine, en ayant pour seul fruit, objet de méditation, l'ensemble du savoir humain. Pour te dire à quel point Leopardi m'inspirait, c'est que j'ai failli appeler Imlac Léopardi. Je me suis dit, si je devais mettre un nom de philosophe, Léopardi, tout n'est qu'absence et désespoir. L'homme est soumis à une sorte de vacuité, de vanité de tout.
donc il y a une absence de sens, donc on est presque à une sorte de radicalisation. C'est sûr qu'il n'avait pas une hérédité allemande aussi, parce qu'alors un Italien. Ah mais Nietzsche l'a complètement pompé. Ah oui, c'est le Nietzsche critiquant l'époque a pillé. Nietzsche a beaucoup pillé. Hein. Nietzsche a pillé Madame de Staël, à mon sens, c'est pas prouvé, mais je pourrais le démontrer. Et dans son côté amor fati, tu vois, le suicide, il faut pas se suicider parce qu'il faut accepter le destin avec un rire solaire. Tout ça, c'est Madame de Staël avant Nietzsche. Donc Nietzsche a pillé là-dedans et il a pillé Léopardi. Là, par contre, c'est avéré. Dans le temps, la prose en vers de Léopardi va vers une abstraction pure. Ça m'intéresse aussi pour Imlac. Et dans sa philosophie, c'est la douleur, c'est le malheur humain, avec un penchant pour la prospective, il est visionnaire, tu vois, il s'intéresse au futur. Et donc ça, c'est important. Léopardi a été fondamental. Et un autre, pour expliquer une sorte de misanthropie sympathique. Il le dit d'ailleurs à un moment. Ça, c'est Stanislav Lem. Stanislav Lem est un auteur de science-fiction que j'adore. J'ai quasiment tout lu, ce qui a été traduit en français et en anglais. Il s'intéresse aux aspects sociaux. Il est passionné de futurologie. Il est curieux de l'avenir du monde. Il y a des nouvelles philosophiques, c'est les Sibériades. En fait, on ne connaît pas l'œuvre. Il y a Mémoire trouvée dans une baignoire, où là, il montre l'aspect social de la réalité. On a Solaris, on a L'Invaincu de lui, où il montre les limitations humaines. Donc, c'est très important pour moi dans Le Monde est flou. Il est question de la limite de l'homme, de la limite de l'ordinateur. Ce que j'aime dans Stanislav Lem, c'est qu'il fait plein d'hypothèses. Il est très érudit. Et il fait plein d'hypothèses. Il s'autorise le délire. Et je voulais mettre aussi en exergue, je vais te citer il dit ça dans un interview. Je suis conscient, tu vas voir comme ça résonne. Je suis conscient de me situer en un lieu insolite où voisinent littérature, science, philosophie, hypothèses nouvelles, divagation irresponsable et prophétie. Et je rajouterai à ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça correspond complètement à Imlac et à ton livre, de manière beaucoup plus générale. Et aussi peut-être à toi, puisque tu as des origines slaves, pourrait-on dire. Et il y a peut-être au fond de toi, finalement, quelque chose que tu n'avais pas exploré encore, mais je vais pas faire ma psy de non, mais c'est vrai. Mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre de cette mélancolisation que tu portes dans ce que tu es et que tu as pu exprimer dans ce livre de manière inédite. Mais parce qu'en fait, ça m'a autorisé le jeu, JE entre parenthèses U, et du coup, j'ai pu lâcher ça, puisque ce n'était pas moi, c'était Imlac. L'idée du personnage par avant est super agréable pour ça. Bah, le double dans la littérature, un classique. Ouais.